Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, une nouvelle présentation d'un film très particulier. C'est un film très ambitieux et original, Final Cut, Ladies and Gentlemen, sorti en 2012 de György Palfi, je le prononce très mal, mais c'est un nom hongrois, le film est hongrois, avec beaucoup de stars, je vous dirai pourquoi. C'est un film qui a coûté 60 000 € d'après IMDb et le convertisseur de monnaie. C'est un film qui dure 1h24 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h24 ? C'est une histoire d'amour intemporelle entre un homme et une femme. Mais c'est aussi une histoire qui est racontée par le montage de morceaux de scènes de centaines de films. C'est original et ambitieux et donc il y a une pléthore de stars qui cohabitent le temps d'une scène de baiser, le temps d'une rencontre ou d'une bagarre. C'est un film que j'ai découvert avec la dernière chronique de Non-Movies de In the Panda, mais je l'avais après un peu perdu de vue. Je l'ai téléchargé et j'ai commencé à regarder davantage ce qui se disait autour du film. Il n'y a quasiment rien sur le film là, c'est vraiment un film assez perdu. L'article le plus complet que j'ai pu trouver dessus, il est vraiment complet, c'est un article sur senseofcinema.com. C'est un article que j'ai bien sûr regardé de plus près avant de faire cette critique, donc il y aura pas mal d'extraits, de morceaux qui viendront de cet article-là, un article qui était vraiment bien. C'est un film qui est riche, beaucoup plus riche que laisse sous-entendre In the Panda dans sa chronique, qui n'en a finalement parlé que 10 minutes sur 45 minutes de vidéo. Donc ce sera une critique qui sera sous le signe du montage, puisque ce film ne fonctionne qu'au montage, quasiment. C'est-à-dire que c'est un mash-up. C'est faire d'une image une autre image, créer quelque chose ou un contexte, un propos différent avec une image qui a son contexte et son propos. On tord un petit peu la signification et le sens d'une image en la confrontant avec une autre. Et avec Internet, on ne peut plus compter le nombre de mash-up, de fan-cut, de super-cut, souvent de 2 à 5 minutes. Le dérochage est très très important. Vous savez, quand je fais des fois des chroniques pour Hooper.fr où il y a beaucoup d'images de différents films pour évoquer, je sais pas, le blockbuster, eh bien je dois aussi regarder beaucoup de bandes-annonces, de scènes, et donc après créer une bibliothèque de scènes, eh bien pour faire ce genre de mash-up sur Final Cut, eh bien il y a eu un énorme travail de cette personne et de ses monteurs. Je peux vous dire que en tant que monteur, voir ce genre de film, ça donne envie de faire la même chose. Ça me donne envie de me mettre au défi de faire une scène ou un court-métrage de ce style-là. Franchement, ça donne vraiment envie parce que c'est super ambitieux, c'est palpitant les enjeux et les challenges. C'est pas forcément réussi à certains moments dans le film, mais c'est challengeant et c'est très galvanisant de se lancer ce genre de challenge. Je trouve vraiment très difficile de faire des mash-up. J'ai vu une vidéo qui était très bien montée, qui faisait un peu la même chose, mais avec du film d'action. C'était The Illusions Gasoline. C'est une vidéo de Nicolas Duval. Je lui avais parlé justement à Nicolas Duval pour peut-être récupérer sa vidéo pour une chronique, justement. Et c'était patent la façon dont il a monté les courses-poursuites et tout le découpage là qui est pour le coup ultra frénétique, de juxtaposer des gens qui courent avec des fois les mêmes valeurs de cadre. C'est parce qu'on voit que en fait le cinéma hollywoodien, pour certaines choses précises, cadre toujours de la même façon, et c'est amusant de voir qu'il y a une espèce de redondance, d'effet, de répétition au fur et à mesure des films, et de les voir en fait alignés les unes après les autres. Donc vraiment c'est une vidéo sur Vimeo, The Illusions Gasoline, qui vaut vraiment le coup. Il y a eu aussi une super course-poursuite très bien montée sur la chaîne de Blue Yoda 2 qui s'appelle The Biggest Car Chase Ever. Et bien sûr on connaît les trucs du style Robocop, VS Terminator, de AMDS Films, aussi une chaîne YouTube. C'est très fort, mais avec quand même beaucoup plus d'After Effects pour faire coexister les deux icônes dans le même plan.
alors que les exemples précédents que je vous ai cités, c'est que du montage. C'est juste du montage. Et c'est vraiment impressionnant par rapport à là où ça s'écarte un petit peu plus du montage. Cette personne, je crois que c'est la même, avait fait aussi un truc dans une boîte de nuit. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il avait fait plein de personnages, les mecs de Scarface, de Collateral, dans une boîte de nuit. Il y avait une scène d'action dans une boîte de nuit. Donc voilà, là, il y a beaucoup d'effets pour faire coexister tout le monde dans le même plan. Mais c'est de l'after. Là, on parle d'Internet, mais ce genre de choses existait déjà avant, des fois d'une façon très brillante. Hein. Je vais un peu vous citer quelques exemples, dont certains que j'ai pu voir. Déjà, ça avait commencé dans les années 30. Bon, là, ça va être un listing peut-être un petit peu chiant, mais juste pour vous faire prendre conscience que cette idée de mashup était présente avant même que le mot n'existe, je pense, tout simplement. Ça existait déjà dans les années 30 avec Joseph Cornell, qui en 1936 proposait The Rose Hobart. C'est un film de collage, on parlait de film de collage film, c'est une juxtaposition de plans issus d'autres sources, de sources disparates. Il y a aussi le film East of Borneo, qui est un film de 1931, qui a été réduit en court avec quelques plans de documentaire, avec une éclipse, j'ai cru comprendre. Celui-là, je n'ai pas vu, mais je crois qu'il peut être trouvé, ou en tout cas partiellement. Mais le cinéma, vous savez, ne pensez pas à ça dès le début. Donc c'est quand il commence à avoir une histoire et à avoir un côté réflexif que là, tout d'un coup, on prend conscience d'un passé qu'on peut réutiliser. Puis à l'époque, les droits d'auteur, bon, c'était pas comme maintenant. Donc on crée du neuf avec du vieux. Et c'est l'idée qui germa dans l'esprit de plusieurs réalisateurs, notamment Bruce Conner, qui en 1958 crée A-Movie ou A-Movie, je sais pas comment il l'a vu, parce qu'il y a bien sûr A-Movie, c'est donc un film, mais aussi A-Movie, c'est le film A, parce que vous saviez, à l'époque, il y avait les programmes en soirée, en cinéma, il y a eu le film B et le film A. Donc je pense qu'il y a peut-être un jeu avec cette idée de la lettre A devant le mot movie. Donc vous savez, il y avait le film A, le film B, le film pornographique, le court-métrage, les informations, et tout ça est mélangé pour justement monter le film A, l'idée du film A. Donc il y a une espèce de grand balayage en fait du cinéma de l'époque, sous fond. En plus ça, ceux qui ont vu Fantasia 2000, ils connaissent la musique, sous fond de la musique de Respighi, Pines of Rome. C'est impressionnant le degré de maturité en fait dans l'idée de mashup. Déjà en 1958, il y a aussi Karl Reiner qui a fait Dead Men Don't Wear Plaid, donc les cadavres ne portent pas de costard, en 1982, que j'ai vu. Celui-là, j'ai eu le temps de le voir avant de faire la critique, avec de vraies parties filmées, mis en scène avec de vieux films, le tout en noir et blanc. C'est assez habile, ça crée des situations pour faire dialoguer le réel présent, et Steve Martin avec le passé. Steve Martin qui a un acolyte qui est Humphrey Bogart, qui a l'air d'un bon à rien dans le film, c'est assez jouissif. Il y a un petit travail qui est vraiment sympa, avec des histoires d'incrustation, tout ça. Les mecs, ils ont quand même bien fait. Il y a des trucs qui sont marrants dans le film. C'est une expérimentation à regarder, je trouve. Les cadavres ne portent pas de costard. J'ai rien que le titre, ça donne déjà l'idée. Il y a eu aussi, un peu plus tard, Matthias Müller qui a fait Home Stories, c'est du drama des années 50-60 mélangé. La démarche est d'ailleurs un petit peu semblable à Final Cut. Quand vous regardez des extraits, c'est un petit peu semblable. Il y a eu bien sûr le grand détournement, mais là c'est un peu différent puisqu'en 1993, ils ont refait toute la bande son. Les personnages tiennent leur rôle, mais tout est redoublé, le son et les dialogues. Donc ici, le son est refait et c'est ça ce qui est un petit peu facile par rapport à d'autres films qui gardent les pistes des films directement. On a des choses qui ressemblent plus à du mashup, comme ça avait été évoqué dans un listing, le film Pure, qui est un film qui date de 2009 de Jacob Obrica, qui est plus un clip en fait, sans un vrai travail son. Et on a aussi vraiment celui qui est le plus impressionnant, c'est un artiste vidéo suisse, Christian Markley, qui a fait un film qui s'appelle Téléphone en 1995. C'est similaire à Final Cut, mais dont la répétition incessante des actions de téléphone ne crée pas forcément une continuité, mais le fait de rechercher à chaque fois des morceaux sur les téléphones, c'est assez impressionnant. Et il a fait aussi un autre film qui est, alors lui il est encore plus fou, c'est toujours le même, là, le Markley,
qui a fait The Clock en 2010, qui dure 24 heures. C'est un film prévu pour correspondre à l'heure annoncée aux différents montres du film, avec une synchronisation au début de la séance. Donc ça crée peut-être un problème d'émotion, comme énormément de supercuts, mais il y a énormément d'extraits, c'est super chiadé. Alors j'ai pas vu les 24 heures, hein, mais l'idée est complètement folle, et là c'est là où je vous disais que c'est un artiste vidéo. Là on dépasse simplement l'idée d'un film de fiction, on veut créer de l'art, une forme qui échappe à simplement de la distribution pour faire de l'argent. Voilà, c'est un objet d'art, le cinéma. Et là, cet homme nous le présente avec un film qui dure 24 heures et qui dure vraiment 24 heures. Voilà, je vous ai présenté quelques expériences qui célèbrent ce pouvoir de montage. Comme ça, si Final Cut ne vous a peut-être pas séduit, mais que vous avez envie d'en savoir davantage, eh bien vous aurez quelques références, quelques films à regarder en plus de Final Cut. C'est une histoire qui a été racontée par des centaines, des milliers, des millions d'hommes et de femmes à l'écran. La démarche qu'a fait le réalisateur pour faire son film, c'est qu'il a vu des trames de films et qu'il a essayé de trouver ce qui était similaire à 500 films. Le bien, le mal qui se battent l'un contre l'autre, ça c'est quelque chose qui est très récurrent, mais aussi l'histoire d'amour, quelque chose de basique. La rencontre entre l'homme et la femme. Ce n'est pas une histoire, mais c'est peut-être ce qui découle de toutes les histoires. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on pourrait vraiment redire ce qui se passe dans le film, précisément, les grandes étapes. Une des questions qu'on peut donc se poser, c'est est-ce qu'il a vu tous ces films ? Je pense qu'avec 4 autres monteurs, ils devaient avoir tous vu ces films-là et avoir un bon aperçu de ce qu'ils pouvaient faire avec toutes leurs références. Les enjeux sont donc basiques pour permettre à la forme d'être suivie. Donc là, nous avons un scénario d'histoire qui s'agenouille devant la forme filmique, devant l'esthétique. Et puis, il faut dire aussi que ça ne fonctionne que pour le genre homme et femme. Si on devait faire une chose aussi ambitieuse pour un couple homosexuel, ça pourrait poser des problèmes spatiaux, mais aussi des problèmes d'identification. On ne sait pas qui est qui, puisque si tout d'un coup il y a une personne qui fait une action, et que dans l'autre plan c'est un autre acteur, eh bien on nous perdrait. Alors que là nous savons que c'est une relation amoureuse entre un homme et une femme, quel que soit l'homme et quelle que soit la femme, on aura toujours un rapport dans lequel on pourra se repérer en termes genrés. Voilà, c'est une histoire qui est classique, avec des enjeux basiques. Ça me fait un peu penser, à quelques instants, à la démarche du film de Friedrich Wilhelm Murnau, Sunrise. Donc c'est un film qui date de 1927, qui avait aussi cette ambition de raconter une grande épopée humaine. Son sous-titre était d'ailleurs A Song of Two Humans, donc vraiment le chant de deux humains. Et bien ici, c'est la même chose. On commence avec le réveil de l'homme, séquencé en passages connus, le réveil dans le lit, après on va se débarbouiller la figure avec de l'eau, puis après on va se raser, on va s'habiller. Vous voyez, il y a des process, il y a des séquences clés qui permettent d'instaurer le principe esthétique du film, c'est-à-dire cette mise en place de la forme, ce mélange de langage, d'images, d'acteurs. Et en plus, pédagogie, ce n'est que sur un seul personnage du film, si on peut parler de personnage pour le coup. Si vous voulez faire un montage alterné entre un homme et une femme, on ne comprendrait rien du tout. Mais là, on concentre d'abord notre attention sur le montage en alternance de tous ces plans de plein de films différents qui montrent une situation similaire pour un personnage. L'homme qui est en train de se préparer à sortir. Donc on nous construit au départ le récit avec des petites ellipses intemporelles entre les époques. Alors ça c'est toujours quelque chose d'impressionnant. En plus, à un moment, il y a une vraie ellipse intemporelle puisque le couple, je crois, passe du temps ensemble et donc on va nous accélérer le temps avec une petite séquence qui se passe en ville. Donc on nous montre aussi que au-delà de simplement passer d'un film des années 60 à un film des années 2000 en un seul cut, dans le film même, dans la narration intemporelle du film, on va nous faire une ellipse
pour nous faire passer du temps qu'ils ont passé ensemble, que le couple a passé ensemble. Donc voilà, il y a aussi une idée de montage dans le montage. Donc c'est conceptuellement très très intéressant ce qu'ils ont fait. Il y a une construction de récit qui se fait progressivement, qui prend son temps parce qu'il faut vraiment que le spectateur adhère à la forme dans les premières minutes. Sinon, vaut mieux qu'il arrête parce que ce ne sera pas possible. Je pense que pour ce film-là, il faut signer le contrat de suspension consentie de l'incrédulité parce que c'est une forme qui est vraiment pas facile à accepter comme ça. Il faut accepter le contenu de la réalité fictive du film, cette alternance, ce changement de valeur, ce changement de plan et ce changement d'acteur ou d'actrice pour apprécier le film. Et généralement, les extraits proposés sont de qualité. Non seulement la vidéo est propre, mais aussi les extraits sont bien choisis par rapport à ce qui s'y passe. Bon, pas tous. Il y en a qui sont, à mon sens, un peu ridicules. Par exemple, la fin. Qu'est-ce que c'est que cette fin ? On termine avec un baiser, tout d'un coup on a Dracula qui va mordre la femme, donc du film Dracula. Donc on se dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre là ? Le mec ne savait pas terminer ses films ou qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est presque comme s'il se moquait un petit peu de la fin de son film. C'est un peu dommage. Moi j'aurais vu un soleil couchant à la con, tout simplement. Mais bon, là, ok, ça se termine comme ça, on dirait ouais, voilà, la petite blague. Il y a des extraits appartenant à des films qui ne sont pas forcément du registre de la trame de Final Cut, de ce que propose ce film-ci, mais qui sont quand même présents, des films d'horreur, des films de science-fiction, Star Wars par exemple, ainsi que de l'animation, pour une trame qui n'est pas forcément la trame de la rencontre amoureuse. Par exemple, je crois me souvenir que on met du Star Wars avec Yoda pour évoquer une vieille femme, si mes souvenirs sont bons, alors que c'est pas vraiment une vieille femme, c'est juste un extraterrestre. Donc il y a une appropriation de codes pour les détourner et les transformer en autre chose. L'utilisation de plans dont la fonction est détournée. Par exemple, le plan sur Indiana Jones qui arrive en gros plan dans Les Aventuriers de l'Arche perdue devant la caméra, et puis après la caméra va reprendre de la distance et on voit Indiana Jones devant une nuée de gens qui ont des paniers sur la tête et qui va les faire tomber pour savoir s'il y a Marion à l'intérieur. C'est une scène assez comique. Et bien ici, on va arrêter juste avant qu'il se précipite dans la foule pour faire tomber les paniers. On s'arrête quasiment au gros plan. Donc on arrête les plans dans certaines actions. Par exemple, je crois me souvenir qu'il y a un plan de Old Boy où on a Old Boy qui avance comme ça vers la caméra et il y a quelque chose qui tombe derrière lui. Eh bien, on arrête l'action avant qu'il y ait quelque chose qui tombe derrière lui. Donc on modifie le sens d'un plan pour nous permettre toujours cette espèce de narration fluide. Le statut d'un plan ne sera pas forcément réutilisé pour ce qu'il est dans Final Cut. Il y a aussi le cliché, il y a énormément de situations de mariage dans le film, mais pas forcément des situations de mariage dans les extraits utilisés. Par exemple, le lauréat, la fin du lauréat, on a Dustin Hoffman qui s'enfuit avec la mariée, ce n'est pas le marié, donc là il y a aussi un changement, un détournement, mais l'idée du couple formé suffit dans le plan pour être dans la fluidité de l'action de Final Cut. Donc voilà, il y a une cohérence jusqu'à un certain degré. Ça bien sûr provoque des problèmes spatio-temporels. Je trouve que le montage est du coup malhonnête par moment. On met un plan d'un film où la femme pleure parce que ses parents sont morts, pour signifier ici que son mari lui a raccroché à la gueule, vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps ça crée des fois une fausse continuité temporelle parce qu'il y a un trop gros changement, mais là typiquement ce cas de figure c'est changer en fait l'émotion dans une autre émotion, parce qu'on ne pleure pas de la même façon en fonction de ce qui nous est arrivé, c'est évident. Donc là il y a une réappropriation qui paraît malhonnête au vu du nombre de plans où on a des gens qui pleurent, et ça aurait pu prendre au moins quelque chose de cohérent par rapport aux conséquences, voilà, qui amènent
aux pleurs. Bon là c'est carrément, je pourrais presque dire, du chipotage, mais je veux dire qu'avec cette différence de sens utilisé entre les films et son extrait dans Final Cut, eh bien j'ai du mal à penser que c'est un hommage pour pas mal de plans, des plans utilisés hors contexte, un plan où un homme court chassé par quelque chose pour illustrer qu'il court après la femme dans Final Cut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un détournement de plan n'est pas forcément un hommage dans ce cadre-là. Donc voilà, vous pourrez dire que je suis un petit peu trop à cheval sur le sens des plans, ça je vous le laisse complètement. Les limites en fait pour moi de leur montage arrivent avec la limite du montage des films utilisés. Et bien sûr, ils ne peuvent pas aller plus loin que le rush prévu dans le film. Donc ça, c'est aussi une limitation qu'ils doivent dépasser. Ce qui me plaît assez dans ce film, c'est qu'il y a une diversité. Malgré moi, je l'aurais orienté vers le cinéma américain contemporain. Je n'aurais pas, je pense, proposé un choix immense comme c'est le cas ici. Cet équilibre est plutôt opéré, peut-être pas forcément par rapport à la nationalité, mais par rapport aux différentes décennies représentées. C'est l'impression que me donne le film. Un équilibre, mais qui est quand même chancelant avec très peu de films asiatiques. Certains films reviennent même plusieurs fois, sachez-le. Le choix aussi se fait, le choix des extraits, par rapport à la génération et au goût personnel des gens qui ont monté le film. Le film n'est pas universel puisqu'il correspond aussi à l'âge, la mentalité, l'éducation et la culture du réalisateur et des différents monteurs. Donc ça joue aussi. Donc le film n'est pas totalement universel. Donc faut pas croire ce que les gens disent en promotion ou quand ils parlent du film. C'est une histoire qui est universelle, mais les extraits et finalement la façon dont c'est raconté n'est pas universelle. C'est peut-être, comme j'ai pu le lire, un ultime hommage. Je ne pense pas que ce soit peut-être la meilleure façon d'exprimer sa passion parce que déjà elle se repose sur le travail d'un autre, donc il ne s'agit pas forcément d'une expression personnelle, avec des choix personnels de cadre ou d'instant, ou de jeu d'acteur. Il ne s'agit pas non plus d'un ultime hommage, puisque l'hommage respecte l'œuvre originelle. Or, quand on choisit des plans dont le sens est détourné pour fabriquer la scène dans le film, ce n'est pas rendre hommage. C'est utilisé à d'autres fins, donc c'est un peu du détournement. Donc là, on n'est plus du tout dans l'hommage. Le détournement n'est pas forcément un hommage. Peut-être que là, ça peut discuter dans les commentaires. C'est peut-être que j'ai aussi je donne une valeur trop sérieuse au mot hommage. Ça, je vous le laisse. Après, on continue dans l'idée d'ultime, film ultime de cinéphile. Je ne pense pas, puisque un film plaidoyé par les cinéphiles n'est pas simplement un film dans lequel on essaye de deviner les extraits. Ça ne suffit pas. Je ne dirais pas que c'est un film ultime pour les cinéphiles, mais que c'est un film qui est fait pour des cinéphiles. C'est un quiz géant. Le cinéma, c'est l'amour. L'amour d'un réalisateur pour son sujet, d'un spectateur pour un film. Et bien ici, cet amour englobe absolument tout le long métrage dans sa volonté de création, dans son histoire, dans ses plans. Je pense qu'avoir choisi ce thème-ci n'est pas anodin. Un des premiers films de l'histoire du cinéma, voire même le premier court-métrage, qui était celui de Thomas Edison, qui représentait un baiser au cinéma, une des premières œuvres de cinéma, une œuvre filmée et montrée en public. Alors montrée en public via les systèmes de Thomas Edison, qui n'était pas une projection devant une foule, mais plutôt une projection individuelle. Je ne dirais pas que le film est plus romantique, car son changement de plan fait perdre un petit peu l'identification au personnage. Ce personnage masculin ou féminin qui a le visage changeant. Il s'agit en aucun cas d'une continuité d'acteurs, et c'est peut-être ça le plus troublant. Quand on parle de films d'amour, eh bien, on a un couple qui reste le même, en tout cas physiquement du début à la fin. Eh bien ici, les visages changent constamment. Non seulement ils changent de langage, mais ils changent aussi d'apparence. On a l'homme universel qui est en même
même temps Humphrey Bogart, Cary Grant, Brad Pitt, Al Pacino, De Niro, Gibson, Hoffman, Wayne, et etc., etc. Et la femme universelle qui est en même temps Cameron Diaz, Julianne Moore, Audrey Hepburn, Garland, Bardot, Bellucci, Béatrice Dalle, etc., etc. Donc ça devient très vite délirant et il ne faut pas perdre le nord, et je pense que c'est précisément parce que l'histoire d'amour suggérait la rencontre entre un homme et une femme, alors c'est commun et standard d'une relation amoureuse dans le cadre de l'élaboration de ce film, et là on ne pouvait pas se tromper. Donc il faut croire à ces personnages non définis puisqu'ils n'ont pas de passé. C'est une histoire qui fonctionne sans aucun passé, c'est juste une suite de scènes, de moments, de situations iconiques d'une relation amoureuse entre tous ces acteurs changeants mais qui véhiculent la même personne dans le montage prévu par le réalisateur. On fait communiquer, et ça c'est assez excellent dans le film, on fait communiquer les acteurs passés et présents. Tout d'un coup, Humphrey Bogart il donne une réplique à Cameron Diaz par exemple. Ah, et ça c'est plutôt efficace. On a par exemple Anthony Perkins dans Psychose qui sourit à la fin du film, à la vue de la chatte de Sharon Stone dans Basic Instinct. Donc voilà, on lit un sourire qui était un sourire qui ne voulait pas forcément dire un sourire de pervers qui regardait quelque chose. Et après, on a, je crois, Sharon Stone ou un autre plan un petit peu dénudé. Donc on fait jouer deux personnages, deux acteurs qui ont des dizaines d'années de différence. Mais le mouvement reste le même. Donc il faut trouver dans les films une dynamique de mouvement qui peut être accordée au mouvement suivant, ou voire même répétée au mouvement suivant, au plan suivant, etc., etc. Et là, ça devient plus compliqué quand il s'agit de situations qui vont au-delà du simple regard, les scènes de combat, puisque à un moment on a une baston. Et ça devient très très compliqué de savoir qui est l'homme qui était avec une femme et qui est celui qui les a interrompus. Et l'histoire se perd dans la forme. À ce moment-là, on ne sait plus qui est le méchant et qui est le gentil dans la confrontation. Mais le cinéphile, lui, il a une longueur d'avance par rapport au néophyte. Le cinéphile, lui, il connaît le rapport entre les deux personnages dans le plan du film qu'il a vu. Donc quand il voit Matrix, eh bien il sait que Keanu Reeves c'est le gentil et que Hugo Weaving c'est le méchant. Et donc il ne se perd pas spatialement et il ne se perd pas dans le rapport de force entre les personnages. Parce que dans le cas d'une baston, par moment, dans la baston qui a été montée, le réalisateur et ses monteurs pour ce film, pour Final Cut, eh bien il y a une confusion. On ne sait plus si la personne qui est par terre c'est le méchant ou le gentil. Il faut vraiment être très attentif à ce moment-là. Ce qui fait perdre en plus un peu la notion d'espace et d'identification, c'est que le combat dépasse le cadre de la pièce, on passe en extérieur carrément. Le mec ressort par la porte par la suite, donc c'est vraiment l'idée d'avoir une espèce de conflit qui permet aussi une espèce d'évasion stylistique en dépassant le cadre d'une simple pièce, et les mecs ils se font des duels de western et tout ça. On quitte la chambre littéralement, et après, quand le conflit est terminé, on referme la porte, c'est-à-dire le méchant, je crois bien, repart de là où il était en refermant la porte de la pièce. Donc voilà, on a une espèce d'ouverture énorme et après on referme le tout. Donc on redouble d'ailleurs des fois les plans d'une action. Par exemple, on ouvre la porte par cet homme-là qui voulait surprendre les deux au lit pour un effet dramatique. Vous savez, c'est quand on filme les explosions, eh bien on filme les explosions plusieurs fois. Donc là, c'est un peu la même idée. On veut vraiment créer un impact avec ce couple qui est dérangé. Donc on fait ouvrir la porte plusieurs fois. Ou même, par exemple, un moment, je crois qu'il y a la femme qui dit yes à une proposition de mariage, il me semble, et donc elle dit yes, 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 oui, ou des trucs comme ça, ou des trucs en japonais, voilà. Donc pour montrer que voilà, que c'est quelque chose d'important. La répétition n'est jamais là pour faire rire, elle est surtout là pour créer de l'importance à un événement ou une situation ou une action. Mais la répétition vient aussi dans un autre cadre, le cadre d'une répétition, mais qui va donner une conséquence différente. Il est amusant de revoir le même montage de la femme qui se rue vers le téléphone. La première fois qu'elle prend le téléphone, eh bien il n'y a pas de réponse, donc voilà, elle est déçue. Mais la deuxième fois, on nous refait exactement le même montage avec les mêmes plans. Alors là, je suis plus trop sûr. Ça fait un moment que je l'ai vu, mais soit ce sont les mêmes plans,
soit c'est la même dynamique d'une personne qui se rue vers le téléphone, qui se couche dans son lit pour écouter. Et bien là, dans la deuxième version, vers la fin du film, eh bien, il y a une réponse. C'est l'homme qui dit quelque chose et bien sûr elle qui écoute avec grande attention. Donc, je pense que le grand enjeu de ces personnages et du montage, faut rendre compte en fait des émotions, faut faire dégager les émotions à travers des personnages qui n'existent pas, qui sont plus des silhouettes universelles qui sont là pour véhiculer des émotions à travers une panoplie d'acteurs. L'idée est ambitieuse, la manipulation marche généralement tout au long du film, mais c'est un film où il faut rester attentif. Même si ce projet est un projet pirate, il y a quand même une volonté du réalisateur de faire des films à travers ce montage-là. Depuis des années, il n'y a plus de moyens pour les auteurs dans son pays de faire du cinéma. Il n'y a pas d'argent. Il n'avait qu'un budget pour une post-production, donc il allait utiliser des images déjà tournées. Ici, nous avons un film sans argent. Donc il y a bien sûr l'idée de recycler ce qui a déjà été utilisé par le réalisateur. Je vous avais déjà parlé d'exemples précédents, mais ici on a vraiment quelque chose qui est assez abouti. C'est un nouvel usage de recycler d'autres morceaux de films. Les mash-up sont vraiment issus de cette tendance, de cet état d'esprit. Et pour faire ce film, il a eu 4 monteurs. 4 monteurs pour monter grosso merdo plus de 1400 plans. Principalement, le lien se fait par des raccords de mouvement des actions. On a une course, donc le plus important c'est le mouvement et non le moyen de locomotion. C'est pour cela que des fois on a des moyens de locomotion qui sont différents d'un plan à l'autre. Les coupes évoquent une ellipse, bien sûr, dans leur tentative de créer de la continuité. Donc il ne faut pas trop se bloquer sur des ellipses de temps, en plus quand on connaît les films, mais plus se concentrer sur la fluidité du mouvement. C'est-à-dire qu'on doit constituer un dialogue fragmenté entre tous les films pour former un nouveau film. C'est une idée d'une histoire construite par la création d'une illusion de continuité. Se confronter du coup aux normes instaurées par des écoles, des normes instaurées par les films. Vous savez, oh là là, il faut éviter les jump cuts, la règle des 30 et des 180 degrés, les changements d'angle qui ne suivent pas, les axes de regard, la rapidité des travelling, les déplacements des acteurs, la continuité des acteurs. Donc ce film est là pour jouer et ne pas respecter les conventions, et donc il faut regarder ce film avec cette intention et avec cette vision-là. Le montage soi-disant invisible ne l'est pas du tout ici, il ne peut pas l'être. Donc le film peut accélérer, décélérer son montage à volonté, et on est vraiment entre plusieurs styles dans ce film-là. On a le style hollywoodien que nous connaissons tous, un style classique construit sur la fluidité d'une action, un premier plan plus un deuxième plan, ça donne après une idée de mouvement vers un troisième plan. Donc on pourrait dire que 1 plus 1 égale 2, ce qui semble justement fluide, logique. Nous avons le montage des attractions donc de Eisenstein. C'est l'idée qu'une image plus une autre image, la confrontation crée une troisième image qui n'est pas forcément visible. Donc là on penserait à 1 plus 1 égale 3 justement. Ah là je fais une Jean-Claude Van Damme, mesdames et messieurs, mais vous inquiétez pas, le troisième exemple, ça donne pas 11. Le troisième exemple, c'est le montage de ce film-là. On a une image qui est présente, plus une autre image qui n'est pas sa continuité, donc 1 plus 2, et ça donne une troisième image, l'idée d'un liant et de quelque chose qui va lier les deux plans, mais qui n'est pas visible. Donc 1 plus 2 égale 3. Donc voilà, vous voyez comment on peut jouer un peu avec les chiffres et le montage, mais ici, je trouve que c'est vraiment un montage entre les deux, parce qu'on a l'idée de vouloir créer une continuité, et en même temps, on a envie de créer une troisième idée en fait à travers ces deux plans qui n'ont rien à voir entre eux. C'est ça l'idée du montage des attractions, c'est de montrer, vous savez, ces exemples qu'on nous donne souvent en école de cinéma, les ouvriers qui font une manifestation, et de l'autre côté on a l'abattoir et on a une vache qui se fait abattre, et on a les ouvriers qui se font tirer dessus par la force militaire. Donc c'est l'idée, voilà, tout d'un coup d'avoir des rapports de force, et de ces rapports de force il y a une troisième image, un sens caché, une révolte qui se déclenche. Là c'est le montage des attractions. Bon, je vous le fais rapide parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus, des choses très précises. Là je suis un peu j'ai des souvenirs de cours sur le montage des attractions, mais je pense que ce film là lie vraiment les deux. Le montage des attractions n'est pas là forcément pour créer de la continuité, alors que le montage hollywoodien,
c'est vraiment son but, quitte à tout masquer, hein. Donc là, on joue vraiment sur les deux tableaux. Et ce qui fait de ce montage quelque chose d'assez habile. Notre regard est très sollicité parce que le montage est très serré. Je pense que le spectateur qui regarde ce film doit être un spectateur qui est averti, qui n'est pas un nouveau spectateur. C'est-à-dire que le film met au défi notre capacité à lire un film. Tout comme les Jason Bourne nous mettent au défi de suivre la continuité de la scène. Et c'est totalement possible si le regard est entraîné. Donc bon, là c'est une petite pique aux gens qui trouvent que Jason Bourne c'est mal filmé, c'est mal monté. Voilà, mais c'est simplement que ces gens n'ont pas assez d'expérience. Il ferait mieux de regarder un peu plus de films comme ça, et après, ils n'auront aucun problème pour regarder les Jason Bourne. Et bien ici, c'est la même chose. Il faut avoir un petit peu d'expérience pour beaucoup plus apprécier la fluidité de l'action et pas forcément être bloqué par à-coup à chaque fois qu'il y a un changement de plan. Donc on divertit finalement par le côté spectaculaire du montage, par le quiz que ça apporte et par la dynamique qui en résulte. Est-ce que dans ce cas-là, ce concept s'essouffle au bout de 1h30, eh bien il aurait pu s'essouffler, mais le film essaye de nous rattraper avec des séquences plus d'action, par exemple le combat, le corps à corps ou la poursuite. Je trouve que ces séquences dynamisent un peu le récit parce que déjà une histoire d'amour très basique, très plate, eh bien quand on en a vu 3-4, eh bien on les a un peu toutes vues. Donc là il y a certaines séquences qui viennent dynamiser, au-delà du montage, qui viennent dynamiser un petit peu ce montage. Et puis on a des séquences clippées avec de la musique qui prend la place en fait sur le son. Le travail du son d'ailleurs, à ce propos, est plutôt intéressant puisqu'on a des tracks musicales, on a Retour vers le futur, In the Mood for Love, The Dark Knight, certains l'aiment chaud, La fièvre du samedi soir, Slumdog Millionnaire, Twin Peaks, American Beauty, Alien, Braveheart, Titanic, enfin voilà, c'est ce que moi j'ai noté brièvement, mais il y a beaucoup de tracks, hein. Il y a du 2001 aussi bien sûr, hein, ainsi parlait Zarathustra, voilà, et on fait sortir leur film de certaines musiques très iconiques. Donc la musique de 2001, eh bien, c'est dans un autre cadre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc on a aussi un challenge musical quand on regarde ce film. Ça dynamise beaucoup l'attention du spectateur. Et comment les thèmes de musique classique du cinéma fonctionne-t-il ? Les émotions liées à des plans et à des musiques précédemment vues sont tout d'un coup mêlées avec de nouvelles émotions provoquées par un montage de nouvelles images sur cette musique. Donc on a un grand mélange sonore également, mélange de musique, surimpression par moment même de plusieurs musiques ensemble pour créer une nouvelle dynamique. On a aussi de la musique intradiégétique, c'est-à-dire que la musique permet de faire des transitions plus facilement et de cacher les sons des films s'ils gardent la track de l'extrait, par exemple pour un dialogue. Ça permet des transitions musicales, c'est une nouvelle façon de faire du cinéma pour le coup. Par moment, d'ailleurs, cet aspect de clip prend un peu trop le pas sur l'aspect du film, et ça c'est le grand piège, je trouve, des mash-up. C'est tout d'un coup de nous faire plus une forme clippée pour le style plutôt que quelque chose qui va nous narrer une situation. Et c'est là où on a aussi un petit peu la limite de l'exercice, c'est que des fois on se laisse plus happer par l'idée de l'esthétique un peu clinquant du clip que plutôt nous narrer vraiment une histoire d'amour. Il a été présenté à Cannes et au festival du film Mashup, mais bien sûr c'est un film qui restera sur internet parce qu'il a quand même des sacrés problèmes de droits d'auteur par centaines. Cela lui empêche une distribution officielle, même si Wild Bunch s'est montré intéressé, mais je ne pense pas que ce film puisse faire avancer le droit de citation, le droit d'auteur. Il y a des réalités économiques, c'est une œuvre de création et de recherche, une autre conception que simplement un vol, mais on ne peut pas échapper aussi à des réalités qui ne sont pas du tout celles forcément des artistes, des créateurs, c'est plus des logiques de production et économique. Donc c'est normal que le film soit un petit peu caché, soit un petit peu dans l'ombre. Mais c'est précisément grâce à In the Panda et finalement à votre humble serviteur que ce film peut être vu par d'autres personnes puisqu'il a été mis un petit peu en lumière, un petit peu médiatisé. Donc ça permet aussi de faire découvrir de nouvelles choses et de nouvelles façons de faire des films. C'est un film qui est très riche sur la
question du spectateur, sur l'identification, la narration et le montage. C'est une réflexion sur ce genre d'œuvre assez neuf, pour moi en tout cas, puisque je ne suis pas un grand amateur de mash-up, même si quand j'en vois, je trouve ça toujours très spectaculaire et ça me donne envie d'en faire, sauf que je me dis que j'y arriverai jamais. Mais je trouve que c'est vraiment une manifestation de la cinéphilie et de la créativité qui est épatante. Ça mérite notre attention en tout cas. Je lui mettrai une note de 14,5 sur 20. Je pourrais monter plus haut, mais ça reste aussi un montage qui est très très lourd. Il faut vraiment s'accrocher et je trouve que ce n'est pas forcément à la portée de n'importe qui puisse déjà comprendre ce qui se passe, regarder avec plaisir, avoir de l'intérêt à la fin du visionnage, à avoir retiré quelque chose de cette aventure. C'est assez frais, mais ça ne nous propose rien de nouveau quand on connaît un petit peu le passé du mash-up. Comme je vous le disais au début de la critique, cet historique en fait du mash-up un peu brièvement résumé à quelques titres. Mais je pense qu'au premier visionnage, on a la surprise qui se mêle à l'envie de découvrir, de tout découvrir. Ça peut perdre un petit peu, et j'entends par tout découvrir, bien sûr, découvrir les films dont sont issus les extraits. Au deuxième visionnage, eh bien, on a pu se débarrasser de ces regards pour mieux profiter de la façon dont l'histoire est racontée. Et je pense que c'est en effet un film qui mérite plusieurs visionnages. Je terminerai en ayant une petite pensée pour Julien Lamy qui fait actuellement un film mash-up. Il l'avait fait, je crois, un trailer il y a quelques temps qu'il avait montré sur Facebook. Et donc ça donne envie également. Même si je trouve que son extrait, son trailer, je ne sais pas si c'était un extrait du film, eh bien ça fait un peu trop clip et pas forcément narration. C'est peut-être le but de nous faire un clip d'1h30, je ne sais pas. Mais en tout cas, je lui souhaite bon courage. Ça promet tout à une expérience de créativité hors du commun. Je vous remercie d'avoir vu cette critique. Elle était un petit peu longue, mais le film ne se laisse pas apprivoiser comme ça. Donc vraiment, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous invite à regarder le film. Vous tapez Final Cut Ladies and Gentlemen sur Google ou sur YouTube et vous trouvez quelque chose. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi de la vidéo, de la critique. Merci du soutien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!